Est-ce qu'on peut vraiment parler de santé mentale au travail sans parler d'exclusion, sans parler de celles et ceux qui doivent constamment s'adapter, se justifier, se taire un peu, gommer une partie d'eux-mêmes pour avoir leur place? Depuis le début de cette série, on part d'une question. Comment passer du prends soin de toi au changeons ce qui épuise les gens? Parce qu'on n'a jamais autant parlé de santé mentale, jamais autant nommé l'anxiété, l'épuisement, la charge mentale, la détresse psychologique, et pourtant on continue souvent à traiter ces sujets comme s'ils appartenaient uniquement aux individus. Aujourd'hui, je reçois Chloé Frélon, fondatrice d'Urel, pour parler d'équité, de diversité et d'inclusion. Mais pas seulement avec des grands principes, vous commencez à me connaître maintenant. On va partir du concret, des phrases qu'on entend, des réactions qu'on a tous déjà eues, des malaises parfois, des biais, et puis sur toutes ces zones grises. Et à un moment, on va même jouer ensemble à un petit jeu, vous allez voir, à un petit on dit pas, et je vous invite vraiment à jouer avec nous. Parce que l'inclusion, au fond, c'est pas juste une idée. C'est quelque chose qui se pratique, qui se questionne et qui commence souvent dans nos réflexes du quotidien. Bienvenue dans Penser l'entreprise. Bonne écoute. L'inclusion, c'est une danse à deux personnes. L'école doit aussi faire sa part des choses là-dedans. Au bout de combien de temps tu peux te dire « Ah oui, maintenant l'organisation est inclusive ». Allô Chloé? Salut Camille. Je suis bien contente que tu sois avec nous aujourd'hui parce que on va parler d'un sujet qui pour moi est essentiel, important et qui peut-être avec tout ce qui se passe en ce moment politiquement, on peut avoir l'impression que ça perd en puissance, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc on va parler d'équité, de diversité et d'inclusion. Et pour commencer, c'est quoi ces trois mots-là? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Parce que j'ai l'impression que juste on dit les mots, on a l'impression, en tout cas on s'imagine, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas de ce que ça veut dire? Je sais pas ce qu'on sait pas, mais je peux dire ce que c'est. Donc le fameux EDI ou DEI qu'on utilise dans le milieu anglophone, mais les francophones l'utilisent aussi. Donc équité, diversité, inclusion. On peut le voir de plusieurs angles différents. C'est un ensemble de politiques, de processus, de façons de faire, de façons de dire les choses en entreprise qui nous aident à respecter un cadre légal, des obligations légales qu'on a de bien-être des employés, de lutte contre le harcèlement, la discrimination, contre les fameux risques psychosociaux, contre le fait que, grosso modo, les gens puissent se sentir pas bien, exclus au travail. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour, au contraire, que les gens se sentent inclus? L'inclusion, c'est toujours notre objectif qu'on a avec le DI. C'est la direction qu'on se donne en considération du D de diversité. Donc, de la diversité multiple des êtres humains, de notre société. Puis là, on en parlera peut-être, le multiple spectre de ce que ça veut dire, la diversité, bien plus large généralement que ce que les gens s'imaginent que c'est. Alors là, c'est sûr que je vais pousser là-dessus déjà si tu me dis ça. Quand tu dis plus large de ce que les gens s'imaginent que c'est, pourquoi habituellement les gens ils s'imaginent de qu'est-ce que c'est? Et toi, tu dirais que c'est plus large jusqu'à quel point? Donc généralement, on pense à la diversité ethnoculturelle et on pense à la diversité de genre. Donc c'est définitivement ça, la diversité, mais c'est aussi plein d'autres attributs. Des attributs qui sont visibles ou des attributs qui sont invisibles. Puis on dit attributs, on peut parler de dimension de diversité, attributs de diversité, dimension identitaire. Tout ça, c'est grosso modo la même thématique. L'orientation sexuelle, le handicap, mais on peut aussi parler de niveau socio-économique, niveau d'études, santé mentale, neurodivergence, diversité corporelle. Si je fais la distinction avec le handicap, c'est pas la même chose pour moi, etc., etc., etc. Donc, on pourrait s'imaginer qu'il y en a un peu comme un iceberg. Là, il y en a qui sont visibles, puis il y en a sans doute beaucoup plus qui sont même invisibles. Donc, c'est sûr que quand la diversité est visible, il y a un impact qui est immédiat. Tu sais, dans une situation de discrimination, dès qu'on va voir la personne, on va voir sa diversité. Puis si on veut la discriminer, on va la discriminer aussi facilement que ça. Mais si elle est invisible, peut-être que ça va prendre un peu plus de temps. Mais lorsque c'est invisible, une des grandes conséquences, c'est que je vais devoir te dire que ma dimension de diversité, elle est X, Y, Z. Donc, c'est comme une forme de coming out, finalement, là où je vais devoir te le dire en sachant pas comment ça va être pris. Et donc, voilà. Donc, la diversité, elle est multiple. Elle est évolutive aussi. Il y a quelques années, tu sais, la neurodivergence, la neurodiversité, on en parlait très, très peu, là, il y a 5 ans, 6 ans.
quelques initiés qui connaissaient la thématique. Aujourd'hui, on sait que c'est entre 15 et 20% de la population, donc une portion colossale de la population et on en parle énormément. Donc, il y a probablement des dimensions de diversité dont on ne parle pas aujourd'hui en 2026, dont on parlera 2030 beaucoup plus facilement. Mais qu'est-ce qui t'a amené à réfléchir à tous ces sujets, justement? Donc moi, j'ai fait ma carrière dans le milieu technologique. C'est un milieu que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'était fantastique, là. Les premières années, je me disais: «Ah, ça se peut pas qu'on me paye pour faire ce job». Je trouvais ça génial. Ça venait me rejoindre beaucoup dans mes valeurs de connexion entre les humains. Tu sais, on avait un outil technologique qui nous permettait de parler à des gens qui étaient de l'autre côté de la planète. Il y avait une forme qui venait avec de accès au savoir. OK, mais si on a moi je suis une optimiste humaniste là, fait que si on accède tous à ce savoir, ben ça va arrêter qu'on se fasse des guerres parce qu'on va se comprendre. On va s'aimer, puis on va avoir accès aux mêmes biens et matériels, et cetera, et cetera. Ça, c'était ma naïveté de 18-20 ans et c'est avec ça que je suis rentrée dans le milieu. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec des équipes de développement qui étaient des développeurs et c'était des hommes. Puis ça m'a jamais comme beaucoup sauté aux yeux quand j'étais jeune, jusqu'à quelque part en 2016 où je me suis dit: «Ah ouais, c'est quand même bizarre. Pourquoi c'est toujours des gars avec qui je travaille?» Surtout que j'avais des copines développeuses en plus. Puis aussi en 2016, c'est le moment où j'ai réalisé les conséquences que ça voulait dire lorsqu'on avait une homogénéité dans la main-d'œuvre. Autant dans la culture, dans les gens qui travaillent, parce que si on fait partie des groupes des femmes comme moi j'étais, ben, on fait partie d'un groupe minoritaire. Puis ça vient avec des dynamiques relationnelles, au travail et ça a aussi des conséquences sur finalement les services et les produits qu'on sort et ce qui est cocasse, on va dire comme ça, en technologie, c'est que on a des produits normalement qui s'adressent à l'entièreté de la population. Tu sais, la technologie est faite pour venir nous aider, pour venir répondre à des besoins qu'on peut avoir, et cetera. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque les équipes de conception sont des groupes homogènes de personnes qui donc sont pas représentatifs de la société? Ben, on sort des services et des produits qui manquent, ou qui sont un peu croches, ou qui desservent un type de population, mais pas toute la population. Et donc j'ai réalisé tout ça un beau jour de 2016. Mais qu'est-ce qui s'est passé, justement, ce beau jour de 2016 où tu as réalisé ça? Est-ce que c'était parce que tu créais quelque chose que je sais pas, tu sais, c'est large, hein, tu travailles dans les technologies, mais c'est large. Est-ce que, je sais pas, tu créais un produit pour un client, puis tu as vu que ça prenait pas en compte une partie de la population? Ou que tu sais, c'était quoi comme le déclic qui Je t'a sais pas amené à cette si, réflexion-là? ouais, je sais pas, j'ai pas de souvenir qu'il y ait un déclic en particulier, plus qu'un éveil féministe, où j'ai commencé à m'intéresser à la place des femmes en technologie, à la place des femmes dans la société, aux injustices, vécues, de façon, systémique, par les femmes, puis le fait qu'en plus ce soit documenté, qu'on le sache puis qu'elle perdure. Fait que moi j'étais très fâchée de constater tout ça. Ça venait me rejoindre dans mon vécu également et donc je me suis dit: «Oh non, c'est pas comment ça on sait ça puis on fait rien, c'est pas possible. Il faut faire quelque chose» et je travaillais à l'époque au journal Métro donc j'ai poussé l'idée au rédacteur en chef de parler du sujet des femmes en technologie et je me suis retrouvée avec, la mission de le faire moi. Fait qu'au début, je faisais des portraits des femmes. Assez rapidement, je me rendais compte que c'était pas juste les femmes qui avaient des enjeux, et puis un peu plus rapidement encore, que c'était pas juste en technologie qu'il y avait des enjeux. Grosse surprise! Et voilà, je me suis retrouvée à être chroniqueuse à Radio-Canada, puis à chroniquer, puis à parler de ce sujet-là dans plusieurs médias. Et puis éventuellement, c'est l'entreprise URL qui est née en 2019 autour de ce sujet, avec la prémisse de se dire: «OK, mais on peut pas juste rester à constater un problème puis rien faire. Il faut qu'on aille aider, puis on va prendre ça au cœur du problème, c'est-à-dire dans les entreprises, avant de concevoir des services et des produits qui s'adressent à tout le monde, ben, qui est-ce qui les conçoit? Fait que revenons dans l'entreprise, qui on embauche, puis comment créer une culture finalement qui soit suffisamment inclusive pour que tout le monde qui a le goût de travailler dans cette entreprise-là ait le goût de travailler dans cette entreprise-là». Mais tu vois, là, je trouve ça intéressant parce que tu me dis que allons au cœur, puis démarrons par les entreprises. Mais moi, ça me fait penser plus loin. Je me dis, est-ce que c'est vraiment... Oui, l'entreprise, c'est comme un gros rôle à jouer. Mais là, en parlant de technologie, je me dis, l'école doit aussi, tu sais, faire sa part aussi des choses là-dedans. Justement parce qu'en fait, quand tu es à l'école, à chaque fois,
on va beaucoup encourager surtout les garçons, surtout sur l'aspect mathématique, alors ça, tiens, je pourrais retrouver cette étude scientifique que j'ai lue il y a pas longtemps justement, puis je les remettrai dans les notes de l'épisode parce que là, attention, je vous le dis oralement avec ce que j'ai en mémoire, mais allez lire l'étude, elle est vraiment plus intéressante que ce que je vais vous dire là à l'oral. Mais comme quoi, même en fait, la façon dont les profs vont parler avec les élèves, qu'ils soient masculins ou féminins, a un impact justement sur comment est-ce qu'on va aimer ou pas, ou va faire des mathématiques, etc. Puis ça, c'est lié aussi, tu sais, tu parlais de l'aspect d'être développeuse, etc., qui fait aussi qu'on a moins de développeuses parce qu'on a aussi beaucoup moins de femmes dans ces filières-là dès l'école. Donc, ce qui fait qu'après, quand on arrive en entreprise et qu'en entreprise, quand tu commences à faire tes embauches, qui est-ce que tu veux? Tu veux les meilleurs. Mais si tu regardes en termes de, imaginons, on va avoir 10 personnes qui vont postuler à mon poste, forcément, comme tu as plus en représentativité d'hommes, tu as quand même plus de chances que tu aies plus d'hommes qui soient meilleurs que des femmes. Donc forcément, peut-être que comme tu veux les meilleurs, tu vas sûrement plus embaucher des hommes, même si t'es pas contre le fait d'embaucher des femmes. C'est comme, imaginons une chaîne avec des maillons. Ouais. Et l'entreprise, c'est un des maillons, l'école, c'est un autre maillon. Okay. Puis à la fin, on veut une chaîne qui soit connectée. Fait que, tu sais, les maillons sont les maillons sont interloqués ensemble. Donc, on doit tous faire sa part des choses. Tu sais, chaque maillon doit faire sa partie. Puis s'il y a un maillon qui est faible, qui fait pas sa part, la chaîne, à la fin, elle est faible également, tu sais. Donc, quand je vais en entreprise, puis je leur dis « Hey, entreprise, il faudrait s'intéresser à avoir une main-d'œuvre qui soit représentative de la société. » Et que l'entreprise répond « Ah oui, moi, je veux bien, mais tu sais, en l'occurrence, mettons les femmes, elles appliquent pas à mes jobs. » Ah oui, d'accord, OK. Fait que là, on se tourne vers les universités. Puis là, les universités nous disent « Ah ben oui, j'aimerais bien qu'elles s'inscrivent en génie mécanique, mais tu sais, elles s'intéressent pas à ça. » OK, fait que là, tu te tournes vers le secondaire, puis tu demandes aux profs comment vous parlez des matières. Puis là, ils disent « Non, mais j'en parle parce que tout le monde va dire qu'il en parle. Évidemment, tout le monde pense qu'on est une version excellente de ce qu'on est, tu sais, qu'on est la personne la plus ouverte possible, etc. Et là, donc, on se tourne vers les parents qui auraient dû offrir un camion en même temps que la poupée à leur petite fille. Et donc, moi, en bout de ligne, là, ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, on peut se mettre un peu la tête dans le sable puis se dire que c'était la faute au maillon précédent dans notre chronologie des choses de faire sa part. Ou alors, on peut juste se dire, OK, comment moi, ma part, je vais la faire le mieux possible, tu sais. La chose, c'est que, en l'occurrence, dans les femmes en technologie ou dans les milieux traditionnellement masculins, ce qu'on a fait jusqu'à date et qu'on commence à changer depuis très peu d'années, c'était de se dire, OK, le problème, si les femmes sont pas là, c'est parce que elles seront trop blablabla, elles sont pas assez blablabla, elles connaissent pas les carrières, elles sont pas assez virulentes, elles négocient pas bien leur salaire, c'est pour ça qu'elles sont moins payées, etc. Et donc, ce qu'on commence à faire depuis très récemment, c'est de se questionner sur, mais attends une minute, à quel point le milieu de travail aurait peut-être sa part de choses à faire pour que les femmes aient le goût d'embarquer et surtout le goût de rester. Parce que les faire rentrer, c'est l'équivalent d'avoir de la diversité. Les faire rester, c'est l'équivalent de créer de l'inclusion. Et l'inclusion, c'est le bout le plus difficile à faire parce que il est jamais acquis. Au bout de combien de temps tu peux te dire « Ah oui, maintenant l'organisation est inclusive ». C'est un travail en continu qui n'a jamais de fin. C'est pour ça que c'est ultra, ultra difficile et subjectif également, tu sais. Si je te demande c'est quoi l'inclusion pour toi, l'inclusion pour moi, on aura sans doute une définition différente. Et pourtant, nos définitions sont valides parce que on est des êtres humains, mais on a des visions des choses différentes. OK, mais dans ce cas-là, comment est-ce que je fais moi en tant qu'entreprise si je me dis vraiment je veux de l'inclusion, je veux plus de... Parce que ça commence par de la diversité, tu disais, puis après la diversité t'amène à l'inclusion, c'est ça? Non, en fait, non. Ça, c'est mettre un peu la charrue avant les bœufs. Si toute ta vie d'entreprise, tu as embauché le type de profil ABC, puis ces gens-là aiment ça, travailler dans ton entreprise, ils restent généralement 4 ans, 5 ans, ils recommandent à leurs amis de venir travailler, OK, c'est cool, ça roule bien. Puis là, tout d'un coup, tu es comme, OK, non, on va plus faire ça en 2026, on va changer ça, puis on va embaucher du monde DEF. Et là, tu te rends compte que, ah ouais, mais coudonc, ces DEF-là, ils sont pas contents, c'est pas productif, ils n'arrivent pas à bien travailler, je trouve pas ça tant le fun de travailler avec eux, c'est toujours difficile de leur expliquer des trucs, puis moi, je comprends pas quand ils m'expliquent des trucs également, etc. Ce qu'il faut te questionner, c'est est-ce que ma culture est suffisamment inclusive? Est-ce que j'ai réussi à être
flexible, à être ouvert à des profils DEF, même si j'ai toujours fréquenté ABC, par exemple. Et si la réponse est ben non, les DEF, ça ne fitera jamais dans ce que j'ai, ben ça veut dire qu'il faut faire un travail sur ton inclusion. Donc, c'est l'inclusion d'abord sur laquelle on veut s'attaquer, ou au moins se questionner sur ma culture est suffisamment inclusive ou flexible pour ça. Puis après, un peu plus facilement, plus organiquement même, je dirais, la diversité va pouvoir entrer. Alors dans ce cas, c'est quoi une culture inclusive? Généralement, un endroit inclusif, on pourrait quand même se dire que il y a des profils très différents de personnes qui sont là, qui sont heureux d'être là, fait qu'ils sentent que ils sont embauchés à leur plein potentiel, qu'ils ont les capacités de faire le travail, leur autonomie, leur indépendance de poursuivre. On les retrouve dans toutes les strates de hiérarchie de l'entreprise, donc pas juste dans les postes d'entrée, parce que ça, c'est ce qu'on retrouve la plupart du temps. Donc, on donne des promotions à ces personnes-là également. Elles sont à la tête des entreprises, elles sont dans un comité de direction, elles ont une véritable influence à l'interne, elles ne sont pas juste là en surface, dans le sens on les a pas embauchées pour cocher une case, mais on leur a vraiment donné les moyens de faire ce qu'elles doivent faire Oui, dans tu vois, mais c'est quoi l'organisation. ces moyens-là? Parce que je trouve que, tu sais, ce qu'on dit là, c'est fou intéressant. C'est ce que tout le monde, en tout cas majoritairement, je veux dire, tu sais, en écoutant le podcast, fait, oui, c'est ça que je veux faire, etc. Mais tu vois, entre, oui, on a envie d'arriver à là, à comment est-ce qu'on le met en pratique, tu sais, t'as comme un gros gap. Sur quoi est-ce que tu te questionnes? Tu sais, c'est quoi justement cette culture-là? Comment est-ce que tu l'amènes? Il y a déjà très peu d'entreprises qui le veulent et le font, parce que la diversité, donc les groupes de diversité qu'on a nommés tantôt, on les retrouve dans les postes d'entrée, et puis plus on monte dans la hiérarchie, moins on en trouve. Donc une entreprise qui dirait: «Ah oui, je veux vraiment», puis tu regardes sa hiérarchie, puis tu vois pas, ben, OK, alors il est où le disconnect entre j'en veux, puis finalement j'en ai pas? Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, est-ce que c'est pas parce que j'ai une femme sur mon CA ou une personne noire sur mon CA qu'on peut dire que c'est un endroit, qui soit diversifié et inclusif? OK, si toi, tu arrives dans une entreprise, qu'est-ce qui te ferait dire: «Ah, on est vraiment dans une culture d'entreprise là qui est, inclusive»? Qu'est-ce qui te ferait dire ça? Donc la représentativité, c'est le point de diversité. Donc cette diversité, elle se retrouve dans les différents paliers hiérarchiques. Les gens restent un petit bout, tu sais, bon 2-3 ans là, aujourd'hui à notre époque, 2-3 ans, c'est déjà vraiment bien. Fait qu'au moins 2-3 ans, on va dire. Il y a une espèce de, cercle vertueux qui se met en place. Tu sais, moi, je suis heureuse d'être là, alors je recommande à d'autres personnes autour de moi d'être là. Fait que si tu parles de ton employeur de façon positive ou avec les programmes de référencement, par exemple. Tu vois qu'il y a de la sécurité psychologique, que les gens réunion de travail, les gens sont capables de dire: «Ah ben vous dites tous que c'est, rouge, mais moi je dis que c'est vert, puis je me sens à l'aise de dire que c'est vert, puis personne va s'en prendre à moi de dire que c'est vert. Ah j'ai le goût d'essayer un nouveau projet que je pense pourrait être bénéfique pour l'entreprise. Oui, j'ai une autonomie pour le faire, puis on va me laisser, les moyens de l'essayer également». Hem, je dirais que si on a déjà, tout ça, on n'est pas pire, pour la suite des choses. Tout à l'heure, tu disais aussi, OK, il y a peu d'entreprises justement qui se posent cette question-là. On pourrait se dire aussi, ben, c'est parce que ça te demande un effort supplémentaire de le faire. Donc et de te demander: «Mais pourquoi est-ce que je le ferais dans tous les cas?» Et qu'est-ce que ça apporte? Enfin, justement, et si on le fait pas, tu sais, est-ce que quoi, l'entreprise, elle pourrait être genre en danger, en tout cas être moins bénéficiaire de certaines choses? Comment est-ce que tu vois ça? D'abord, je dirais qu'il y a 2 portions à ça. Il y a, pas tant le choix de le faire, dans le sens que le Québec d'aujourd'hui est diversifié. Ce qui me pousse à te dire ça, c'est qu'on a 4 générations sur le marché du travail. On a les vagues d'immigration, successives qui se sont accélérées pendant la pandémie et qui donnent donc, par exemple, le 33 de diversité non culturelle sur l'île de Montréal. On a la thématique de neurodivergence, donc neurodiversité, qui est arrivée un peu comme un bulldozer là, tu sais, on n'en parlait pas il y a 5 ans, puis maintenant on en parle beaucoup. Et mon 4e argument pour dire ça, c'est, la diversité sexuelle et de genre, l'identité de genre, qui pour la génération Z est une thématique, facile à aborder. C'est une génération qui veut pas faire semblant d'être, ce qu'ils sont pas, à la job. Donc, si, leur identité de genre est une grande partie de leur identité en dehors de la job, beh, ça l'est également au travail. Et donc ça passe pas toujours bien selon qui on est, selon quelle génération on est. Donc une entreprise qui a besoin, tu sais, qui embauche beaucoup, puis qui embauche,
de façon steady pendant toute l'année, va forcément devoir s'intéresser à l'inclusion pour pouvoir embaucher des personnes, continuer à embaucher des personnes. Donc, t'intéresser à l'EDI, t'intéresser à l'inclusion, c'est un moyen de répondre à tes obligations légales également. Ok, je vais pousser la réflexion encore plus loin. On va se mettre du côté de l'employeur et va se dire que oui, moi, mon obligation légale, c'est d'offrir un environnement sain, sécuritaire, dépourvu de harcèlement. Euh, Ce qui ne veut pas dire que je dois forcément m'intéresser à l'EDI parce que si j'embauche, admettons, que des hommes, que j'ai un environnement sain et sécuritaire, j'ai pas d'autres personnes qui s'en sentiraient forcément exclues parce que de toute façon, c'est que eux que j'embauche, donc je vois pas la problématique par rapport à ça et je réponds en plus à ce que la loi me demande. Tu dirais quoi? Quand on a une main-d'œuvre homogène, on n'a généralement pas beaucoup de problèmes de chicane, de tensions, de conflits de travail, etc. Mais ma question serait, OK, mais pourquoi tu embauches que des hommes? Puis est-ce que ce serait possible qu'il y ait de la discrimination à l'emploi dans le fait de ne pas embaucher d'autres profils? Le deuxième point, ta deuxième question précédemment, c'était pourquoi est-ce qu'on devrait faire plus de DI? C'est parce qu'on aurait tout intérêt à le faire. Des études qui nous montrent que l'EDI est bonne pour développer la pensée critique, pour développer l'innovation, pour développer la, la co-création, avoir des milieux créatifs et qui pensent à des solutions en dehors de la boîte, etc. Il en existe des tonnes et des tonnes et des tonnes. Mais il y a le biais de statu quo, qui est un vrai biais qui existe, qui en fait nous fait percevoir négativement le changement possible. Donc là, on regarde notre compagnie, puis on se dit, bah, écoute, les choses marchent pas si pire, là, tu sais, on arrive à faire de l'argent, il y a une croissance. Pourquoi est-ce que j'irais changer ça, puis venir peut-être changer toutes nos habitudes et créer des situations qui seraient gênantes, puis blablabla, alors que les choses marchent bien aujourd'hui? Ben, donc, tu t'imagines, en fait, tu vois la montagne à franchir, tu te dis, si je venais à changer, ben, il y aurait peut-être des enjeux qui découleraient de ça, sans te rendre compte que en ne faisant rien, il y a des conséquences négatives également, qui sont donc l'incapacité de voir peut-être les besoins des femmes en tant que consommatrices et développer des services et produits qui pourraient répondre à ce marché de consommateurs, de consommatrices, par exemple. À penser, tu sais, souvent dans les ménages hétérosexuels, c'est les femmes qui vont décider des finances. Donc, t'es mieux de les avoir un peu dans ta poche, j'ai envie de dire, pour être sûr que tes produits vont être achetés par la suite des choses. Parce que c'est quand même 50% de la population. Puis, depuis tantôt, on parle des femmes, mais on pourrait parler d'autres groupes de la population également. Puis, on pourrait parler d'intersectionnalité, qui est donc le croisement de différentes identités, donc des femmes noires, des femmes en situation de handicap, etc., etc. Et dans tout ça, tu sais, avec tout ce que tu me dis, est-ce que toi, tu disais que tu avais commencé en 2019, où tu as monté URL. Entre 2019 et là, en 2026, quand on va écouter le podcast, est-ce que tu vois une différence de comment est perçue l'équité, la diversité, l'inclusion, surtout avec tout ce qui se passe dans l'actualité, la politique, etc. Est-ce qu'il y a un rejet de tout ça ou au contraire, tu as l'impression qu'on y va plus? En fait, il y a un moment charnière en EDI qui a été très fort. EDI, puis en responsabilité sociale des entreprises de façon générale, qui est le meurtre de George Floyd aux États-Unis en 2020. Ce moment-là, ça a été une goutte d'eau dans un vase qui était très, très, très rempli, qui était, OK, ben, on n'en peut plus du profilage racial, de la police qui tue des personnes alors qu'ils devraient les protéger. Puis ces injustices-là, elles sont pas juste en dehors des entreprises, elles sont également dans les entreprises. La discrimination salariale, la discrimination à l'emploi, les microagressions vécues, tout ça, c'est des choses qui sont documentées depuis, mon Dieu, toujours, tu sais. La discrimination à l'emploi, au salaire des femmes, là, le 80-20% à peu près pour les femmes. Tu peux m'expliquer, ce serait quoi le 80-20 pour les femmes, justement, pour ceux qui ne connaîtraient pas? Ah, ben, pour chaque dollar gagné par les hommes, les femmes gagnent 80 sous pour un emploi similaire, pour des compétences similaires, etc. Donc, je continue à répondre à ta question. Donc, en 2020, on a eu comme un boom où finalement ces injustices vécues en dehors des entreprises et dans les entreprises s'est retrouvé à être très, très important puis vocalisé par les employés auprès de leur employeur. Ben, toi, employeur, qu'est-ce que tu fais pour contribuer à un monde meilleur, là, grosso modo? Parce que moi, je veux travailler pour quelqu'un qui contribue à ça. Et là, il y a Donald Trump qui est élu début 2025 aux États-Unis. Puis ça a été un autre moment charnière dans le monde de l'EDI, finalement.
Donc, quand Donald Trump a été élu, il a supprimé tous les programmes EDI dans tous les paliers gouvernementaux et il a dit aux PME, ben, si tu veux, toi, PME, travailler avec le gouvernement américain, tu dois pas faire d'EDI du tout, c'est devenu illégal. Et donc, le début de 2025 a été un peu spécial parce que au Québec, on avait des PME qui se disaient, OK, mais là, aux États-Unis, ils sont en train de tout couper en EDI, est-ce qu'on devrait faire pareil? Donc, moi, ça m'a un peu donné l'impression au début de l'année qu'on retenait collectivement notre souffle de OK, puis là, qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qu'on doit pas faire? Et il y a les affaires qui ont sorti un dossier sur l'EDI au mois de mars, avril, quelque chose comme ça, là, début printemps, où ils interrogeaient des PME, plusieurs centaines de PME québécoises. Puis, il n'y en avait aucune qui ont dit avoir coupé ou baissé leur objectif EDI. Dans les faits, je connais des gens qui travaillent en EDI dont leur poste a été coupé. Donc, il y a peut-être ce qu'on voit, puis ce qui se fait un peu dans les coulisses. La chose qui vient tempérer peut-être ce ralenti, c'est la mise à jour de la loi en santé et sécurité au travail en octobre 2025, qui, en fait, avec l'identification, la gestion, la prévention des risques psychosociaux, au contraire, renforce le travail qu'on fait en équité, diversité et inclusion. Donc, Ça se renforce comment? ben, ça se renforce parce que on dit aux employeurs, c'est pas seulement la santé physique des employés qu'on doit préserver, on doit également préserver leur santé mentale. Juste pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas au Québec, ou même ceux qui sont au Québec justement et qui sont pas forcément au courant de cette loi, il y a une nouvelle loi au Québec qui s'appelle la loi 27, qui fait que depuis le 6 octobre 2025, tous les employeurs, qu'on soit plus de 20 employés ou même moins de 20 employés, on doit mettre, en tout cas regarder dans l'entreprise nos facteurs de risques psychosociaux, les identifier, les analyser, les contrôler, les suivre. Et donc là, c'était juste pour faire une petite parenthèse justement de ce que Chloé nous partage et de pourquoi en fait c'est aussi important, pourquoi est-ce qu'aussi on en parle, parce que oui, dans l'entreprise, il y a des éléments, il y a ce qu'on appelle des facteurs de risques psychosociaux qui vont avoir un impact sur la santé mentale des individus. Et ça passe aussi effectivement par l'équité, la diversité, l'inclusion. Mais dans tout ce que tu nous dis là, je me dis, parce que moi j'ai l'impression que dans ce que tu me dis, c'est oui, il y a un impact, mais au final, pas tant que ça. Je peux te dire que on a toujours un volume de clients, de nouveaux clients qui rentrent dans la compagnie. Tu sais, au courant de 2025, on en a eu. Je vois aussi qu'il y a une forme de maturité du sujet qui s'installe. Je pense qu'on a eu un effet peut-être un petit peu de bulle, tu sais, dans les années, mettons, 2022-2023. On en parlait tellement qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont venues ah ouais, OK, c'est quoi cette affaire-là? Puis tester un petit peu. Puis finalement, ben, elles se sont rendues compte que c'était pas pour elles. Qu'est-ce qui fait que c'est pas pour elle? C'est pas facile de travailler sur la diversité et l'inclusion. Il faut être prêt à se questionner sur quelles sont les bonnes pratiques que j'ai en place, puis quelles sont peut-être les mauvaises pratiques, puis faire de l'introspection. Et ça, c'est juste le début, parce qu'une fois que tu as fait ton introspection, puis tu as repéré ce qui fonctionnait pas, il va falloir le fixer. Donc, je pense que c'est pas pour tout le monde. Je pense que il y a des entreprises qui vont mettre moins haut leur priorité d'innovation et de créativité. Puis si c'est pas tant important pour eux autres, ben, ils vont peut-être pas investir à s'entourer de collaborateurs, collaboratrices qui représentent notre société. Aussi, il faut donner de l'importance au fait que économiquement, on n'est pas dans les plus belles années en ce moment. Ben, c'est certain que l'EDI n'est pas top of mind de tes priorités, là. Je comprends ça aisément. Fait que, tu sais, l'EDI, c'est surtout c'est un sujet qui est facilement abordable quand les entreprises recrutent beaucoup, quand la croissance est là, quand l'économie va bien et qu'il n'y a pas de tarif avec les États-Unis. Mais est-ce que justement, tu sais, on n'en met pas beaucoup sur le dos des entreprises? Là, on a un gros problème sociétal. Une entreprise, c'est comme une mini-société tout le temps, là. Tu sais, penser que tu peux avoir 500 employés sans te questionner sur OK, est-ce que l'inclusion est présente? Ben, je pense que c'est un peu avoir une pensée magique, selon moi, là, parce que les conflits de travail sont au bord d'éclater. On est très mauvais en tant qu'être humain à exprimer nos besoins, nos émotions, à avoir des conversations difficiles. Puis à un moment, ça va exploser. Conflit de travail, plainte en harcèlement, etc., etc. Puis là, tu vas te dire « Ah, mais je ne l'ai pas vu venir. » Ben, peut-être que tu aurais dû la voir venir un peu en te questionnant sur les risques psychosociaux ou les risques liés à l'exclusion qui pouvaient émerger. Ce qui m'amène à une autre question pour toi. Est-ce que d'après toi, en écoutant l'épisode comme ça, quelqu'un tu pourrais se dire « Ah bah ouais, ça m'intéresse vraiment. » Mais alors dans ce cas-là, comment est-ce que je peux contribuer sans être activiste? Ou au contraire, est-ce que tu dirais qu'il faut être activiste sur ces sujets-là? Ouais, t'as pas besoin d'être activiste pour contribuer à plus d'EDI.
Il y a des gens qui travaillent pas en EDI puis qui font de l'EDI à tous les jours parce que ils vont peut-être venir challenger le statu quo. Ils vont peut-être dire, ah, OK, pourquoi t'embauches Roger au lieu de Stéphanie? Peux-tu me le justifier? Oh, tu peux pas me le justifier? Ben, c'est peut-être une question de feeling au lieu d'une question factuelle sur les compétences. Tu peux venir challenger sur, commençons par parler avant de commencer à enregistrer, dire joyeux Noël au lieu de joyeuses fêtes, par exemple, etc., etc. Alors attends, celui-là, je pense qu'on est obligé de faire une pause. Alors pour les plus curieux, même si le podcast va sortir un peu plus tard, on est au mois de décembre, donc en pleine fête de Noël. Et puis Chloé a écrit un article justement sur est-ce qu'il faut souhaiter joyeux Noël. Donc, chez URL, on a une chronique qui s'appelle « Est-ce que ça se dit ?» où on se questionne sur l'inclusion de notre langue. Est-ce que quand j'utilise telle et telle expression, je suis en train de conduire de l'inclusion ou peut-être de l'exclusion? La fin, c'est souvent, ben, ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Il y a des cas qui sont très nets là où non, ça se dit pas, mais la plupart du temps, ça dépend. Donc, dans le est-ce que ça se dit Joyeux Noël? C'est ma collègue Florence Martin qui l'a rédigé. Puis au Québec, Noël est devenu culturel versus particulièrement religieux. Il y a plein de gens qui sont pas catholiques et qui fêtent Noël. Donc, c'est là où je parle plus de culture que de religion. Mais on pourrait peut-être s'ouvrir puis parler de joyeuses fêtes au lieu de joyeux Noël, si ça se prête dans votre contexte. Est-ce que ça te fait pas peur que ce soit un terrain glissant, justement, ou en écoutant le podcast, parce que, tu sais, Noël, là, on va se le dire, pour beaucoup, c'est quand même, c'est important. Puis là, le fait de se dire, attends, mais jusqu'à maintenant, même le joyeux Noël, on peut plus vraiment le dire, puis on doit dire on peut plus rien dire aujourd'hui, Camille. Exactement. Tu réagis comment face à ce type de réaction? D'abord, ce que j'aime bien me rappeler, c'est que souvent, ça vient d'une place qui est un peu la peur. Tu sais, la peur du changement, la peur de tout ce que j'ai connu pendant 30, 40, 50 ans. Ben, là, tu es en train de me dire qu'il faut que ça change. Ce qui est drôle, c'est que ma collègue Florence a aussi écrit un article là-dessus sur comment finalement, on peut vraiment en dire beaucoup plus à notre époque que toutes les autres époques qu'on a traversées. Donc, ce que la phrase signifie un peu plus profondément, c'est parce qu'il y a des gens différents maintenant au Québec, on est obligé de changer nos habitudes. Eh ben, tu peux garder le joyeux Noël si tu veux pas, le changer. Tout ça m'amène aussi, tu disais que tes articles viennent de on dit, on dit pas, ce qui, moi, m'a amené à faire un mini-jeu avec toi de on dit pas. Puis pour ceux qui nous écoutent, je vous invite aussi à jouer avec nous. T'es prête? Oui. Ok. Il faut qu'ils apprennent à s'intégrer. On dit pas. L'inclusion, c'est une danse à deux personnes. L'inclusion, elle arrivera jamais s'il y a juste une des deux parties qui va mettre en place des mesures d'inclusion. A priori, factuellement, la phrase de même, oui, mais il faut les aider à s'intégrer aussi. Il faut avoir créé un milieu de travail qui permette l'intégration et l'inclusion finalement. Fait que c'est juste que ce qui me chicote avec la phrase, c'est que ça a vraiment l'air d'être nous versus eux. Puis on sait très bien de qui on veut parler quand on dit eux autres, il faut qu'ils s'intègrent. Tu sais, c'est généralement les nouveaux arrivants ou des personnes de diversité ethnoculturelle. Bah, est-ce que, moi j'aime bien ce que tu dis sur la partie, tu sais, ça vient aussi des deux côtés. Tu sais, quand j'ai eu, ça s'entend à mon accent que je viens pas du Saguenay, mais tu vois, le jour où j'ai eu ma nationalité canadienne, il y a eu un super beau discours de la juge, justement, qui nous disait, vous savez quoi, bienvenue au Québec. Vous avez en été plus de 60 nationalités, c'était fou, là, c'est tellement beau, je t'assure, j'en ai encore des frissons juste à t'en reparler. Puis tu sais, dans son discours, il y a quelque chose qui m'a marqué, où elle disait, vous venez avec votre culture à vous, avec votre bagage à vous, mais vous venez aussi dans notre culture à nous. N'oubliez pas, vous, votre culture, parce qu'elle est aussi importante. Et puis, nous, on est là aussi pour mettre des choses pour que vous aussi puissiez aussi vous intégrer, mais en s'adaptant aussi à qui on est aussi, nous, au Québec. Donc oui, tu sais, je trouve que le fait de le voir comme une danse à deux comme ça, c'est vraiment ça, et que non, c'est pas que à l'entreprise de mettre des choses en place, mais qu'elle peut faciliter, en tout cas, pour qu'on puisse mieux s'intégrer puis s'adapter sans s'oublier. Ouais. Deuxième question de on dit pas. On veut de la diversité ici, mais il faut qu'il y ait le fit. Moi, quelqu'un qui va me dire, tu sais, on l'a pas embauchée parce qu'elle rentre pas vraiment dans le fit ou elle fit pas dans l'équipe, je viendrai challenger ce que ça signifie. C'est quoi ce fameux fit? Puis
est-ce que tu peux factuellement me dire qu'est-ce qui fonctionnait pas? Tu sais, c'était quoi le manque de compétences qu'il y avait ou de savoir-être ou de savoir-faire? Donc, tu veux pas avoir une réceptionniste, par exemple, qui a les cheveux roses parce que ça va déplaire au client, entre guillemets, quand dans le fond, ça va te déplaire à toi. Parce que pour toi, c'est pas professionnel d'avoir les cheveux roses, mais les clients s'en foutent complètement. Donc, je viendrai challenger ce que ça signifie, ce fit-là. Mais en même temps, les valeurs sont importantes pour embaucher du monde, puis pour avoir ce sentiment de cohésion d'équipe. Donc, mais des valeurs telles que l'ouverture, le respect, le non-jugement des autres, l'inclusion, etc. Ça devrait être du savoir-être et des valeurs qui seraient notre fit, finalement, notre colle pour avoir notre équipe de travail. Puis si c'est ça qu'on recherche, alors a priori, je vois pas d'enjeu à chercher ce genre de fit. Puis moi, je te dirais, est-ce qu'on pourrait aller encore plus loin au-delà de ça? C'est-à-dire se dire, OK, moi, le problème quand j'entends fit, c'est de me dire, est-ce que justement, t'as pas regardé tes biais? Parce que souvent, en fait, là où il va avoir un fit, c'est avec les gens qui te ressemblent. Donc, quand on est dans un recrutement, je trouve que c'est hyper important d'avoir comme un tableau, avec les questions qu'on va poser, que ce soit exactement les mêmes pour tout le monde, que ce soit, comme, je sais pas moi, que tu pourrais comptabiliser des points ou quelque chose comme ça, pour que tu regardes surtout les compétences, les niveaux et tout ça, au-delà de juste le fit, parce que tu risques très souvent de toujours te retrouver avec des gens qui te ressemblent. Donc moi, c'est juste quand j'entends fit, je me dis, drapeau rouge, un petit peu. Drapeau ouais, jaune. Ouais. Exactement. Oui, absolument. OK, troisième question. Je traite tout le monde pareil, c'est ça, l'équité? Donc ça, c'est l'égalité, c'est pas l'équité. Et puis, ça se ressemble comme terme, fait que c'est souvent deux termes qui se mélangent. Puis peut-être que, on pourra peut-être le mettre en lien aussi. Vous avez en tête l'image des 3 bonhommes sur les boîtes où on voit l'égalité. Donc là, on donne des boîtes, les mêmes boîtes aux 3 bonhommes qui sont d'une taille différente. Puis en leur donnant la même boîte aux 3, en fait, on est juste en train de perpétuer leur différence de hauteur. Dans le système d'équité, dans l'image du milieu, on leur a offert un nombre de boîtes en fonction de leur grandeur. Et donc, on leur permet d'arriver à de l'égalité. Fait que l'équité, c'est un système, c'est une mécanique pour arriver à de l'égalité en bout de ligne. Parce que ce que ça nous dit, l'équité, c'est que on est tous différents en tant qu'êtres humains. Puis l'équité, c'est difficile à mettre en place dans un milieu de travail parce que il va y avoir souvent une perception de favoritisme. Pour revenir au dessin, là, souvent, on va regarder, si on regarde rapidement l'image, on va se dire, OK, on a volé la boîte à la plus grande pour la donner à la plus petite, et qu'on a discriminé la plus grande. Mais c'est faux, parce que la plus grande, en fait, si on regarde mieux, elle n'avait pas besoin de boîte. Parce qu'en étant de cette hauteur-là, elle voyait de l'autre côté de la barrière. Alors que la plus petite, pour arriver au même niveau que la plus grande, c'est 2 boîtes dont elle a besoin. Et même si c'est tough de discuter d'équité dans un contexte du travail, pourtant, quelle que soit la zone géographique dans laquelle on habite dans le monde, on utilise de l'équité. On utilise de l'équité pour payer nos impôts. Moi, je voudrais pas payer des impôts sur un salaire de 200 000 si mon salaire est 50 000. Travailler dans un milieu qui tente d'être le plus équitable possible, donc de reconnaître les différents besoins des individus, peut-être que ça va pas me servir aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin d'un moyen d'équité, mais peut-être que demain, là, quand, je sais pas, je glisse sur une plaque de glace, puis je me casse une jambe, ou que ma mère est à l'hôpital, puis j'aimerais avoir la flexibilité de lui rendre visite régulièrement, ou que j'ai des maux de dos, puis j'ai besoin d'une chaise ergonomique, je serais toute seule, contente de travailler pour un employeur qui a une culture, puis des valeurs d'équité. Parce que tout le monde a besoin d'équité à un moment ou à un autre, finalement. OK, on continue. La diversité, c'est important, mais pas au point de baisser nos standards. Oui, donc cette croyance que si je veux plus de diversité, je vais me mettre à embaucher du monde pas bon. Ouais. Celle-ci, la vie dure, cette croyance-là. OK, donc tu l'as beaucoup entendu. Tout le temps. Ah! Littéralement, là, pour vrai, toutes les semaines. Tu commences à parler de diversité, blablabla, super. Puis là, il y a quelqu'un qui va dire OK, mais moi, je veux embaucher la meilleure personne. Mais parfait, moi aussi, je veux que tu embauches la meilleure personne, tu sais. C'est ça, la croyance que finalement, on va devoir baisser nos standards pour embaucher du monde de diversité. Et aussi, si tu pousses le raisonnement encore plus loin, ça sous-entendrait que dans des groupes de non-diversité, il y a que du monde bon. T'sais, la compétence et l'incompétence est transversale à tous les groupes de la population, hein, d'accord? Mettons ça. Et en EDI, l'objectif est très clair, on embauche du monde compétent. Jamais on devrait embaucher du monde incompétent. En fait,
c'est ultra dommageable pour tout ce dont on est en train de parler, notre objectif d'inclusion, que d'embaucher du monde incompétent. En revanche, ce que je peux dire, c'est que des processus de recrutement sont pas toujours à même de repérer la compétence chez les individus. Mais regarde, toi, tu as ton entreprise qui s'appelle Urel. Comment est-ce que tu fais quand tu veux embaucher quelqu'un? Ça passe par quoi? Ben donc, il faut venir déconstruire le processus de recrutement, puis regarder à quel moment est-ce que c'est les individus qui prennent des décisions, combien il y a d'individus qui prennent des décisions. Fait que, tu sais, mettons, tantôt tu parlais de ton tableau. Effectivement, oui, on devrait avoir un tableau avec des questions, puis on pose les mêmes questions à tout le monde pour pouvoir comparer des pommes et des pommes, puis pas des pommes et des oranges en bout de ligne. Tu notes les réponses parce que ton biais de récence va faire que tu vas te souvenir beaucoup mieux des dernières personnes que tu as rencontrées versus la personne que tu as rencontrée dans ton premier jour de recrutement. Et là, tu veux être un comité de sélection. Donc, pas une seule personne, puisqu'on est tous et toutes biaisés. Là, c'est l'essence même d'être un être humain. On est biaisé, donc si je suis la seule personne qui prend la décision, ce sera forcément une décision biaisée. Mais là, si on est 3 personnes, idéalement un nombre impair, à prendre une décision, qu'on va pouvoir argumenter factuellement sur pourquoi on prend la personne, pourquoi on la prend pas. C'est ça. Fait avoir un processus, puis regarder quand est-ce que les humains doivent décider, puis en gardant en tête que c'est les moments où les biais vont rentrer dans notre processus décisionnel, puis essayer d'avoir des mécaniques qui nous empêchent d'être biaisés ou limiter au maximum les biais inconscients en bout de ligne. Il faudrait qu'elle soit moins autoritaire. Ça passe pas bien chez une femme. On dit pas. Donc, des biais de genre, finalement. Donc, dans notre société, on a tous et toutes là, intégré au fond de nous ce que ça devrait être un homme et ce que ça devrait être une femme. Puis on a une vision, même si on ne l'a pas conscientisé puis qu'on ne souhaiterait pas que ce soit ça, on a une vision assez genrée puis cliché, stéréotypée finalement de ce que ces deux genres devraient être. Donc, quand on a ça en tête, que dans le fond, tout le monde est dans des petites boîtes, puis que on n'a pas toujours les mêmes visions de ce que sont ces boîtes-là, ben il y a des gens qui vont trouver ça fâchant. Donc, l'exemple de cette femme qui serait trop autoritaire, c'est généralement pas évidemment un commentaire qu'on va donner à un homme, parce que un homme, dans un contexte professionnel, on le voit comme une figure d'autorité. En fait, même s'il tape un petit peu sur la table et qu'il hausse le ton, oh, ce sera un bon leader. C'est comme ça qu'on s'imagine qu'il doit être. Mais ça va encore plus loin que ça. J'ai été choquée il y a quelques mois de ça parce que je préparais une conférence pour les femmes leaders, justement. Donc, je faisais pas mal de recherches sur qu'est-ce que dit la science là-dessus, sur les femmes en posture de leadership. Et puis, je suis tombée sur un article scientifique qui disait que si tu es un homme qui est, tu sais, comme autoritaire, mais qui est pas sympathique, on va quand même te voir comme compétent. Mais si tu es une femme qui est autoritaire, mais qui n'est pas sympathique, en tout cas qu'on ne te voit pas comme quelqu'un de sympathique, eh ben ça t'enlève des points de compétence. Ce qui est fou. C'est-à-dire, nous, en tant que femmes, on a comme je déteste dire ce que je vais dire dans quelques secondes, mais comme ce devoir d'être sympathique pour paraître compétente. C'est comme ancré chez les personnes de si t'arrives à ce genre de poste-là, il faut que tu aies cette partie sympathique. Et encore, chez un homme, même s'il n'est pas sympathique, c'est pas si grave, c'est pas ce qui est attendu. C'est un bonus qui va faire qu'on va être plus favorable, plus à même, tu sais, à le voir encore mieux, si je dirais. Mais c'est pas ce qui est attendu. Oui, oui, on attend des femmes qu'elles fassent pas de vagues, qu'elles soient dans le consensus, qu'elles rassemblent, etc. Puis donc, elles doivent pas être à l'opposé de ce qu'on attend d'elles, parce que sinon, l'ordre établi va plus être. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas discutées et qui sont pour toi là importants à partager? Mais ce que je remarque souvent, c'est, mettons, des dirigeants d'entreprise, face au sujet de l'EDI, vont essayer de comprendre le sujet intensément dans tous ces micro-détails. Mais j'ai envie de dire, c'est correct de ne pas tout comprendre. Et accepter de ne pas tout savoir, c'est de l'humilité, puis ça fait partie des leaders bienveillants, puis les leaders inclusifs qu'on veut pour nos entreprises de notre époque. J'ai envie de dire, c'est correct de ne pas avoir les réponses toujours pour ce sujet-là. En tout cas, que ce ne soit pas l'absence de réponse qui soit l'obstacle à mettre en place des pratiques d'EDI, finalement. Pourquoi ce serait l'absence de réponse?
je me dis, si t'amènes à ça, c'est que c'est des choses, des réactions que t'as dû sûrement avoir, mais qui, moi, m'interrogent. Je me dis, parce que là, je le comprends pas, tu vois. Qu'est-ce qui fait que tu veux pas mettre en place parce que tu le comprends pas? C'est ce que tu me dis? Oui, mettons, tu sais, la thématique de diversité sexuelle et de genre, c'est souvent une thématique qui accroche, là. Il y a souvent cet aspect de, tu sais, les personnes trans, les personnes non-binaires, c'est-tu vraiment vrai, là, qu'elles soient trans, non-binaires? Veulent-tu attirer l'attention sur elles? Puis toutes ces notions-là qui en découlent. Puis finalement, c'est tellement étranger à ce qui est concevable et compréhensible pour ces personnes-là qu'elles vont le rejeter comme quelque chose d'impossible. Puis, c'est correct de ne pas comprendre, c'est correct que ça te dépasse, c'est pas grave. On peut quand même faire de l'inclusion sans comprendre tous les minuscules détails qui viennent avec ça, finalement. Est-ce que j'ai le bon langage, etc. t'sais. Et maintenant, justement, pour finir, on arrive à la fin de cet épisode. C'est quoi la dernière chose que tu as découvert? Alors, ça peut être un livre, un podcast, que tu conseillerais d'aller regarder. Oui, absolument. Il y a la Commission des droits de la personne et de la jeunesse au Québec qui a sorti un rapport au courant de l'année 2025 qui s'appelle « Les obstacles à l'embauche, à l'intégration et au maintien en emploi des personnes en situation de handicap ». Bon, déjà, je vous disais tantôt, au Québec, la proportion de personnes en situation de handicap, c'est 21% de la population. Puis si ce chiffre surprend les personnes qui nous écoutent, c'est sans doute parce que vous savez pas que 80% des handicaps sont invisibles. Pour que les milieux de travail québécois soient représentatifs, ils devraient avoir au moins 10,5% de leurs employés qui soient en situation de handicap. Et dans les 40 dernières années, à ton avis, Camille, cette cible a été atteinte combien de fois? Franchement, ça m'étonnerait que ça ait été genre 2%. Ça n'a jamais été atteint en 40 ans. Voilà. L'objectif au niveau gouvernement, l'objectif est fixé à 2% depuis 1984. Il n'a jamais été atteint non plus. Mais si on voulait représentatif du 21% de la population québécoise, il faudrait que ce soit 10,5. Fait qu'on est loin de même la représentativité. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on puisse l'atteindre? J'ai deux questions. Qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce qui fait qu'on l'a pas? J'ai trop de questions maintenant que tu t'amènes à ce sujet. J'ai d'autres questions. Je vais vous encourager à lire le rapport. Voilà. Ce serait quoi ton mot de la fin? J'espère que ça sera pas vu comme une grosse tâche puis des bâtons dans les roues, l'EDI, mais ça sera plutôt vu comme une force, comme une destination vers laquelle on veut s'en aller au Québec, une fierté dont c'est quelque chose dont on devrait être fier, qu'on a plus de diversité, puis qu'on veut s'aligner vers plus d'inclusion pour tout le monde, et que c'est bénéfique pour littéralement tout le monde. Pour les personnes qui font partie de groupes plus minoritaires, mais pour des personnes de groupes majoritaires, pour les entreprises, pour le Québec ultimement. Ouais, bien, ça conclut parfaitement. Merci beaucoup, Chloé. Merci, Camille. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura donné envie de regarder autrement ce qu'on appelle l'inclusion. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement une question de mots, de bonnes intentions ou de politique affichée, c'est aussi une question de quotidien. Qui se sent à sa place, qui doit s'adapter, qui peut parler, qui est entendu. Et la semaine prochaine, on poursuit cette série spéciale sur la santé mentale au travail avec Fanny Gravel-Patry, qui vient de terminer un doctorat en communication, et on va parler d'un sujet qui, je vous l'avoue, m'a moi-même un peu bousculé au départ. Instagram peut-il aussi prendre soin de nous? On parlera de réseaux sociaux, de santé mentale des femmes, de charge mentale, de contenu en ligne, oui, pas forcément, en même temps on est sur Instagram, et de ce qu'on va chercher sur Instagram quand on ne s'est pas toujours senti écouté ailleurs. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre équipe, et n'oubliez pas, un milieu sain, ce n'est pas seulement un endroit où on peut travailler, c'est un endroit où on peut exister sans se réduire.